Commémoration du 5 octobre 1988 en Algérie, date à laquelle a éclaté une violente contestation dans le pays. Nouvelle prolongation de l'état d'urgence en Tunisie et ce jusqu'au 6 novembre prochain. Puis campagne de vaccination pour enrayer l'épidémie de choléra au Zimbabwe. Elle a déjà fait au moins 49 victimes au cours du mois dernier. Le principal parti de l'opposition nigériane a désigné son leader pour la présidentielle de 2019. Et c'est sur l'ancien vice-président Atiku Abubakar que les membres du Parti démocratique du peuple, PDP, ont porté leur choix à l'issue des primaires qu'ils ont tenues ce dimanche. Nous sommes ici pour élire le candidat du PDP pour la présidentielle de 2019, pour lutter contre le pouvoir de l'APC. Tout est très organisé, bien orchestré. Nous allons réussir, pas de crise. Tout est déjà bien organisé, il n'y a pas de problème. L'ancien vice-président nigérien Atiku Abubakar devra affronter le président sortant Muhammadu Buhari, désigné la veille lui aussi par son parti, le All Progressive Congress. En tout, 7000 délégués de l'APC s'étaient rassemblés à Eagle Square, dans la capitale fédérale Abuja, pour officialiser sa nomination. Selon la constitution nigériane, le président a droit à 2 mandats de 4 années maximum. Les Nigérians seront appelés aux urnes en février et en mars 2019 pour élire un nouveau président, mais aussi leur gouverneur et leurs députés. Sur les 25 millions d'habitants que compte le Cameroun, 6,5 millions d'électeurs sont attendus aux urnes ce 7 octobre. Les votants auront à choisir parmi 8 candidats, dont le chef d'État sortant, Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, qui brigue un 7e mandat consécutif. Le scrutin se déroule dans un contexte sécuritaire inédit au Cameroun. L'armée est déployée dans 3 des 10 régions du pays. Dans la région de l'extrême nord, d'abord, où les djihadistes de Boko Haram lancent des assauts répétés depuis 2014 sur les populations camerounaises, et dans les régions anglophones de l'ouest du pays. Dans ces 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest, la guerre s'est installée depuis fin 2017, après plus d'1 an de crise socio-politique qui a lentement dégénéré en conflit armé. La tenue de ce scrutin paraît très incertaine dans ces régions où plus de 300 000 personnes ont dû fuir leur domicile. L'insécurité y a pris le pas sur la campagne. Aucun candidat ne s'est d'ailleurs rendu à Bouéa ou à Bamenda, où les coups de feu ont remplacé les traditionnels avertisseurs de voitures et sonos de meeting. À l'appel du Front citoyen Togo Debout, qui rassemble de nombreuses organisations de la société civile togolaise, les manifestants ont sillonné la capitale, scandant des slogans hostiles au pouvoir. Au milieu de la foule étaient présents des figures comme Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, et Brigitte Adjamagbo Johnson, coordonnatrice de la principale coalition de l'opposition, regroupement de 14 partis. Selon Jean-Pierre Fabre, une 50aine de personnes sont toujours détenues dans les prisons togolaises depuis les manifestations organisées ces derniers mois par la coalition pour demander la démission du président Faure Sibé au pouvoir depuis 2005, après avoir succédé à son père qui a lui-même dirigé le pays pendant 38 ans. Il est indispensable pour que la situation s'apaise, que les personnes détenues arbitrairement, surtout dans le cadre des manifestations, soient libérées très vite. L'opposant Nicodème Ayao Abia, président du parti d'opposition, les démocrates, bouclait quant à lui vendredi son 17e jour de grève de la faim en lieu sûr pour les mêmes motifs, selon son conseiller en communication Achille Messan. L'ancien député avait quitté mardi devant l'ambassade du Ghana, pays médiateur de la crise politique togolaise, à Lomé,
sa santé s'étant dégradée. La campagne de vaccination orale contre le choléra lancée au Zimbabwe mobilise du monde. 1,4 million de personnes sont visées par l'opération. Elles vivent dans des zones de forte densité et sont âgées d'au moins 1 an. Je suis heureuse que mon enfant et moi ayons été vaccinés contre le choléra parce que beaucoup de gens sont morts après avoir été infectés. Je pense que ce vaccin est efficace parce que sinon, tous ces parents et leurs enfants ne viendraient pas ici. Le gouvernement a bien fait jusqu'à maintenant pour nous aider parce que nous n'avions jamais eu ce genre de prévention auparavant et que c'est un progrès. Début septembre 2018, l'épidémie de choléra, une infection aiguë provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée, a éclaté dans un quartier défavorisé d'Harare avant de se propager dans le reste de la capitale, puis dans le pays. À ce jour, 49 personnes en sont mortes et quelques 9000 cas suspects ont été enregistrés. Pour enrayer le mal, une seconde dose de vaccin sera administrée dans les 6 mois afin d'assurer une protection pour au moins 3 ans. En dehors du vaccin, le meilleur moyen d'empêcher le choléra reste l'accès à des sanitaires propres, de l'eau potable et le respect des règles d'hygiène. Le ministre des Finances du Zimbabwe a été on ne peut plus clair. L'État réduira les effectifs dans le public. Ainsi l'impose le programme de rétablissement des comptes publics du pays sur 2 ans. Professeur d'économie respecté, le ministre Mthuli Ncube a expliqué que ce n'est pas une décision facile pour le gouvernement. Il reconnaît que c'est sensible et que ça peut être un processus traumatisant, mais qui est nécessaire. Pour l'instant, le nombre de postes à supprimer n'est pas précisé, mais le nombre d'emplois publics au Zimbabwe est de 300 000. Mthuli Ncube a hérité d'une économie sortie exsangue des 37 années du règne autoritaire de Robert Mugabe. Le chômage y frappe plus de 90% de la population active et l'État peine régulièrement à payer ses fonctionnaires faute de liquidité. Le dégraissage annoncé vendredi visera en priorité les agents proches de l'âge de la retraite et ceux qui ne sont pas affectés au bon poste. Par ailleurs, faute d'une réduction rapide de la masse salariale, le déficit du pays pourrait déraper pour atteindre jusqu'à 2,7 milliards de dollars à la fin de cette année. Le président Emmerson Mnangagwa a promis de combattre la corruption et de relancer l'économie du pays, notamment en y faisant revenir les investisseurs étrangers qui l'avaient déserté. Le vol, assuré par un Airbus A319, reliera quotidiennement la capitale sénégalaise à Abidjan, capitale de Côte d'Ivoire, et Cotonou, capitale du Bénin. Durant cette même période, Air Sénégal développera son réseau ATR en proposant des vols à destination de Bissau et Banjul. À partir de la fin du mois, la location d'un second appareil permettra d'effectuer davantage de liaisons avec l'ouverture progressive des dessertes Praia, Conakry, Bamako et Ouagadougou, d'après la compagnie. Par ailleurs, l'entreprise ouvrira ses ventes sur la ligne Paris-Dakar à partir de février 2019. Air Sénégal SA, entièrement détenu par l'État, a débuté ses vols en mai et dessert Ziguinchor, la principale ville de la région touristique de Casamance. La société a été créée après la faillite en avril 2016 de Sénégal Airlines, qui avait elle-même remplacé en 2009 Air Sénégal International, propriété des États sénégalais et marocains. Le lancement de Air Sénégal SA est un des 3 volets d'un plan visant à faire du Sénégal un hub aérien régional avec l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, inauguré en décembre 2017, et la réhabilitation des aéroports de province. Now this part was the last bone found of Leduma Hadi. Ça, c'est le dernier os qu'on a trouvé pour l'Edoumardi.
Et en fait, c'est notre responsable des collections, Sifelani Djira, qui a buté dedans avec son pied dans la poussière. Il a pris et il m'a demandé, c'est important ça? Je l'ai regardé, j'ai dit, ah oui, je crois que c'est vraiment important. Et quand on l'a fait préparer, on a tout de suite vu qu'on avait une nouvelle espèce. Ce n'est pas tous les jours qu'on décrit une nouvelle espèce de dinosaure. C'est clairement la partie la plus fun du boulot. Voilà quelque chose que la science ignorait hier et aujourd'hui, on en sait un peu plus là-dessus. À cause de la taille du fémur et de ce qu'on sait de nos archives de fossiles, on sait qu'à ce moment-là, il y a 200 millions d'années, au début du pré-jurassique, il n'y avait rien de plus gros sur Terre. C'est littéralement le plus gros dinosaure qui ait foulé la Terre à cette époque, à notre connaissance. Après cela, ils sont devenus encore plus grands, mais celui-ci est le premier des vrais géants. 30 ans après la violente contestation du 5 octobre 1988, qui accouchera de réformes politiques sans précédent, l'ex-parti unique reste malgré tout hégémonique et les jeunes ont peu de perspectives d'avenir. 30% d'entre eux sont au chômage et beaucoup peinent à se loger. En 1988, pourtant, des pénuries et une flambée des prix alimentent un contexte de contestation sociale et de violentes émeutes éclatent dans la nuit du 4 au 5 octobre à Bab El Oued, quartier populaire d'Alger. Elles s'étendent le 5 au reste de la capitale, puis à d'autres villes du pays. L'état de siège est déclaré et l'armée chargée de rétablir l'ordre. C'est fondamental d'être ici aujourd'hui, comme chaque 5 octobre, depuis 27 ans que nous commémorons cette date qui a fait tourner l'histoire de l'Algérie, qui est une nouvelle libération pour les Algériens. La place des Martyrs, qui est une place très symbolique, parce que les événements d'octobre 88, cette place a été le théâtre du mouvement d'octobre 88. Cette commémoration, pour nous, c'est un devoir. Tout d'abord, un devoir pour la mémoire, un devoir contre l'oubli. Et aussi, c'est un appel à toutes les forces vives, progressistes, démocratiques, mouvements sociaux, syndicats, de dire le 5 octobre, c'est votre fête aussi. Parce que si aujourd'hui, vous pouvez exister en tant que parti, en tant que syndicat, en tant que journaliste, en tant que dynamique, c'est grâce au soulèvement d'octobre 88. Donc nous avons des dettes envers cette génération qui se sont sacrifiées. Les événements d'octobre 1988 ont fait 159 morts selon un bilan officiel et plus de 500 selon les militants des droits de l'homme. Une loi d'amnistie a empêché de désigner les responsables de la répression. L'état d'urgence se poursuivra en Tunisie jusqu'au 6 novembre prochain. Ainsi en ont décidé les autorités du pays en raison du contexte politique tendu qui règne à cause des tiraillements suscités par l'approche des élections législatives et présidentielles prévues en 2019. La décision a été prise à la suite d'un entretien qui a eu lieu entre le chef de l'État, Bédi Caïd Essebsi, et ses ministres de la Défense et de l'Intérieur. Les trois personnalités ont parlé de la situation sécuritaire et militaire dans le pays et sur les frontières. Mais rien n'a filtré des raisons qui ont motivé la présente prolongation de l'état d'urgence dans le pays. Décrété pour la première fois le 24 novembre 2015 en Tunisie après un attentat contre un bus de la sécurité présidentielle à Tunis qui avait fait 12 morts et fut revendiqué par le groupe État islamique, l'état d'urgence octroie des pouvoirs d'exception aux forces de l'ordre. Il permet notamment l'interdiction des grèves et des réunions de nature à provoquer le désordre ou encore l'adoption de mesures pour assurer le contrôle de la presse.